Bonjour à tous, je suis Christophe Gau, chef de clinique en pédopsychiatrie dans le service du professeur Fourneret au CHU de Lyon. Je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui une introduction à la philosophie de la psychiatrie. Les objectifs de ce cours seront de balayer un aperçu général de la philosophie de la psychiatrie en étudiant à la fois ses méthodes et à la fois son contenu. Alors dans un premier temps, nous étudions les méthodes utilisées en philosophie de la psychiatrie. La question est de se demander comment on peut utiliser la philosophie pour la psychiatrie, quel est son rôle en médecine en général et en psychiatrie en particulier. Deuxièmement, nous demandons à quoi ressemble la philosophie de la psychiatrie en pratique. Et puis troisièmement, nous allons explorer quelques questions explorées en philosophie de la psychiatrie pour illustrer un petit peu ce croisement des champs. Dans un deuxième temps, nous étudions le contenu de la philosophie de la psychiatrie en précisant les principales thématiques. Alors à quoi sert la philosophie pour la médecine? Premièrement, elle peut aider à clarifier les concepts scientifiques, c'est-à-dire aider le clinicien ou le chercheur à expliquer les concepts qu'il utilise et les noms, les termes qu'il manie dans sa pratique. Deuxièmement, la philosophie, le philosophe peut aider à critiquer, c'est-à-dire prendre de la distance avec certaines assumptions, c'est-à-dire des énoncés, des assertions que fait le clinicien ou scientifique, ou certaines méthodes, afin de les remettre dans leur contexte, de discuter leurs conditions d'application, leurs conditions de vérité ou de fausseté dans un environnement ou leur cohérence. Troisièmement, le philosophe peut aider à formuler des nouveautés. Donc, directement, il va proposer un concept, il va proposer une théorie ou un modèle qui pourront être ensuite appliqués à la clinique ou à la recherche. Et puis quatrièmement, on pourrait citer la promotion du dialogue, c'est-à-dire la facilitation de la communication entre disciplines, et de manière stéréotypée, on pourrait donner l'exemple du neuroscientifique qui doit discuter avec le psychanalyste, ce qui nécessite nécessairement une traduction des concepts utilisés par l'un et l'autre. Alors si on essaie de résumer ces différents points, on a à gauche trois types de choses que peut faire le philosophe et des exemples qu'il va apporter à la clinique ou à la recherche. Par exemple, en termes de résultats scientifiques, le philosophe va pouvoir aider à comprendre les expérimentations ou aider à comprendre la clinique. Par exemple, Kenneth Candler a largement œuvré pour détailler, raffiner la compréhension de la clinique psychiatrique. Deuxièmement, le philosophe peut aussi aider à développer des théories. Par exemple, Wakefield a largement contribué au développement de qu'est-ce que c'est un trouble psychiatrique avec son analyse de la dysfonction préjudiciable. Troisièmement, il peut y avoir des démonstrations, de véritables résultats qui sont montrés aux cliniciens et aux chercheurs et qui peuvent lui parler. Par exemple, lorsque Borsboom explique que les symptômes peuvent interagir mutuellement et cela permet une nouvelle compréhension de la clinique. Alors, deuxième grand point, le philosophe peut aider à fournir des outils aux cliniciens ou aux chercheurs. Il s'agit donc de méthodologie, il existe toute une littérature sur la philosophie des essais contrôlés randomisés, qu'est-ce que ça veut dire expliquer, qu'est-ce que ça veut dire la causalité, qu'est-ce que ça veut dire justifier un résultat. Et puis un autre point, le philosophe va pouvoir apporter des outils conceptuels, donc par exemple ceux que je viens de citer, la causalité, l'explication, la justification, la dynamique scientifique, le réductionnisme, sont des termes qui sont, et des concepts qui sont discutés depuis des décennies en philosophie et qui peuvent être utiles aux cliniciens ou aux chercheurs. Et enfin, comme nous l'avons souligné, le philosophe peut aider à faciliter le débat et apporter des arguments, par exemple, ou des cadres de travail, par exemple Mitchell ou Cartwright, qui vont discuter du pluralisme scientifique, c'est-à-dire du fait que plusieurs disciplines peuvent coexister à différents niveaux et à différentes échelles d'analyse du vivant. Alors en pratique, ça ressemble à quoi la philosophie de la psychiatrie? Eh bien en fait, la philosophie de la psychiatrie peut comprendre la psychiatrie de trois manières différentes. En partant de la droite, la philosophie de la psychiatrie peut essayer d'analyser la psychiatrie comme une activité clinique ou selon sous le versant des humanités. Les humanités correspondent donc aux sciences humaines et sociales plus largement, incluant l'art et le droit. On peut faire rentrer dans cette conception de la psychiatrie la phénoménologie, qui va étudier l'activité clinique duelle de qu'est-ce que ça fait d'être en face d'un patient, qu'est-ce que ça fait de ressentir tel symptôme, telle manifestation clinique.
Et puis on peut plus ou moins faire entrer l'éthique qui, en fait, à proprement parler, n'est pas de la philosophie de la psychiatrie, mais bien de l'éthique de la psychiatrie. Au milieu, la philosophie de la psychiatrie s'occupe de la psychiatrie comme organisation du social. Il s'agit donc de regarder sous un angle de la philosophie sociale ou politique qu'est-ce que c'est l'identité de la personne dans un contexte social, comment cette personne-là structure un environnement par exemple institutionnel, et puis quelle est la force du langage. On dit par exemple que le langage peut être performatif, c'est-à-dire que le fait de parler va faire quelque chose, va créer l'objet. Par exemple, lorsqu'on se marie, le prêtre va dire « Je vous déclare mari et femme », et l'objet mari et l'objet femme apparaissent dans le monde. Il en est de même pour les troubles psychiatriques. Et puis, la culture, les interactions sociales peuvent être également étudiées. Et troisième point, la philosophie de la psychiatrie peut étudier la psychiatrie comme une science. Et donc là, c'est tout l'apport de la philosophie des sciences, et trois grands points peuvent être distingués. Premièrement, la linguistique, qui se décline plus ou moins en philosophie de l'esprit. Deuxième point, une philosophie des neurosciences, avec vraiment une application à un objet particulier qu'est le cerveau. Et puis une philosophie analytique qui analyse des concepts pour les disséquer et essayer de mieux expliquer leur application. Alors, quelques questions explorées en philosophie de la psychiatrie. La première question qui paraît anodine, existe-t-il des maladies ou seulement des malades? En fait, cette question est bien plus profonde qu'elle n'y paraît, et elle interroge l'ontologie des troubles psychiatriques, l'ontologie étant ce qui est dans le monde ou ce qui n'est pas. Et poser cette question, c'est demander s'il existe vraiment des choses, au même titre que les espèces naturelles, que par exemple les oiseaux, les animaux, ou est-ce que les troubles psychiatriques ne seraient que des constructions sociales? Et bien sûr, on peut envisager que ce soit un petit peu des deux. À la fois une construction sociale, à la fois une réalité existant indépendamment de la manière dont on désigne les troubles. Une deuxième question serait l'assertion qu'on apprend parfois dans le cursus médical, selon laquelle le modèle biopsychosocial serait le plus efficace, le plus cohérent, le plus pertinent pour expliquer les troubles psychiatriques. Or, il existe une littérature bien plus fournie que ce modèle assez simpliste et assez vague, une littérature en philosophie de la psychiatrie qui étudie le pluralisme scientifique, c'est-à-dire démontrant comment des niveaux, des échelles du vivant peuvent interagir les unes les autres et coexister. Une troisième question explorée en philosophie de la psychiatrie concerne le normal et le pathologique. Par exemple, lorsqu'on demande si la détresse humaine est différente des troubles psychiatriques. Cette question se pose aussi quand on veut savoir si un symptôme est une manifestation psychiatrique ou simplement une manifestation d'un vécu, ou lorsqu'on veut savoir si une personne doit être traitée ou non. Tout cela nécessite de fournir un seuil entre normal et pathologique qui a été notamment étudié par Canguilhem, mais ensuite bien plus largement dans une littérature anglo-saxonne autour du normativisme et du naturalisme. Un quatrième point serait de demander comment ou est-ce que le réductionnisme biologique peut être valable en psychiatrie. Et donc là, il s'agit d'étudier la causalité entre, par exemple, une manifestation clinique et un événement cérébral. Et donc on va étudier si l'un peut être la cause de l'autre, si l'un peut expliquer l'autre. Et on va étudier tous ces liens de l'un à l'autre à différentes échelles du vivant. Un autre point peut être de demander quel rôle jouent les facteurs sociaux historiques dans, par exemple, les catégories du DSM qui sont censées centraliser les troubles. Eh bien, les espèces naturelles, qui correspondent donc à toutes les choses qui existent dans le monde, eh bien, sont particulières en psychiatrie puisqu'elles sont interactives. Alors, en deux mots, lorsque l'on désigne quelqu'un, lorsqu'on le labellise avec un diagnostic, eh bien, il va jouer un rôle particulier, cela va changer son comportement, et ce comportement va ensuite changer le milieu dans lequel il s'insère, va ensuite avoir des répercussions sur la personne qui a désigné, voire sur la classification, etc. Et enfin, un autre exemple de question pourrait être les risques de la médicalisation. Et donc, si les différents points précédents ne sont pas clairs, il peut être craint que certaines conditions qui ne sont pas des troubles soient médicalisées, voire traitées. Et donc là, c'est toute la question de quel moment, quelle chose on doit traiter ou non. Alors on a vu dans la première partie les méthodes de la philosophie de la psychiatrie, avec le rôle de la philosophie de la psychiatrie,
en pratique la manière dont la philosophie de la psychiatrie se déclinait, et puis quelques exemples. Dans ce deuxième temps, nous allons voir le contenu de la philosophie de la psychiatrie avec quelques principales thématiques. Alors nous allons étudier dans cette partie de quoi traite la philosophie de la psychiatrie, quels en sont les contenus. Premièrement, elle s'attache à définir qu'est-ce qu'un trouble psychiatrique, et cela nécessite de poser qu'est-ce qui est pathologique par rapport à qu'est-ce qui est normal. La philosophie de la médecine, c'est poser la question du naturalisme et du normativisme. Le naturalisme postule que le trouble psychiatrique correspond à une dysfonction biologique. Par exemple, Christopher Bourse a développé sa théorie biostatistique pour dire qu'il y a une dysfonction biologique au niveau du cerveau, et cela est un trouble. Et en fait, cette dysfonction est statistiquement anormale par rapport à la fonction d'un certain nombre de sujets. Et donc, dans le naturalisme, le trouble est une dysfonction biologique. Deuxièmement, le normativisme fait état de problèmes de valeur, d'intérêt, de bonheur minimal ou de perte de performance. Et donc, pour les normativistes, le trouble psychiatrique est une perte des valeurs qui sont propres à la personne ou une perte du bonheur minimal ou des capacités d'agir dans le monde. Et puis, il y a des approches qu'on dit hybrides, puisque elles définissent le trouble à la fois comme une dysfonction qui causerait un préjudice, comme dans l'analyse de la dysfonction préjudiciable de Jérôme Wakefield. Alors deuxièmement, si on s'interroge sur la philosophie de la psychiatrie, eh bien, on se rend compte qu'il est nécessaire d'étudier les classifications. Classifications qui peuvent être appelées nosologies. En fait, sont particulièrement importantes, puisque lorsqu'on essaie de concevoir le trouble d'une certaine manière, par exemple de manière naturaliste ou normativiste, eh bien on va en faire une entité qui existe ou pas indépendamment du chercheur. Et donc on va essayer de classer cette entité d'une certaine manière. Et donc le DSM, finalement, n'est pas neutre du tout sur la manière de classer les troubles psychiatriques, puisqu'il postule, finalement, qu'il y a une dysfonction et qu'il y a un préjudice, comme cela est indiqué dans l'introduction des différentes versions du DSM, ce qui pose de nombreuses difficultés. Alors par exemple la réification des catégories du DSM ou l'inflation diagnostique, puisque le nombre de diagnostics a augmenté, même si finalement ces manifestations n'ont sans doute pas augmenté dans la réalité, le nombre de catégories l'a été. Et puis, face à ces critiques, il y a des classifications qui ont émergé. Et donc des classifications émergentes, par exemple, développées par la psychologie, vont essayer d'avoir une approche plus dimensionnelle des troubles, plus hiérarchique, comme dans la classification hiérarchique de la psychopathologie. Et puis d'autres approches, par exemple les modèles de stadification, vont essayer de développer une approche plus longitudinale des troubles. Alors troisièmement, après avoir étudié qu'est-ce qu'un trouble psychiatrique, comment on le classe, eh bien en prenant un peu de distance, on se dit qu'il va falloir essayer de concilier ces différentes approches. L'approche d'un clinicien utilisant le DSM n'est sans doute pas l'approche d'un neuroscientifique qui classe les troubles en fonction de dysfonctions pure et dure. Et donc il va y avoir une façon de mêler, de coordonner ces différentes approches, par exemple au sein du pluralisme explicatif ou du perspectivisme, qui lui interroge les différents points de vue que l'on peut avoir sur un même objet. Et donc ces questions du pluralisme ou du perspectivisme s'opposent en quelque sorte au réductionnisme qui essaie de réduire par exemple une manifestation clinique en un élément qui le cause, par exemple un élément biologique. Et tout cela va nécessiter d'étudier qu'est-ce que c'est expliqué, qu'est-ce que c'est causé. Et c'est vraiment des thématiques qui ont été largement discutées en philosophie en général, philosophie des sciences, et puis en philosophie de la psychiatrie appliquée secondairement. Une fois qu'on s'est demandé qu'est-ce qu'un trouble psychiatrique, comment on le classe, comment on essaie de mélanger ces différentes classifications, mais on s'aperçoit d'une chose très simple, c'est qu'en fait on ne sait pas ce que c'est les entités élémentaires, puisqu'on voit que la personne qui va définir un trouble psychiatrique de manière en fonction des valeurs de la personne, qui va essayer de la classer le moins possible pour ne pas labelliser, ne pas réifier le diagnostic, qui va essayer de mêler différents points de vue, ne va pas du tout utiliser la même brique élémentaire qu'un neuroscientifique qui va partir d'un fait biologique concret. Et donc l'épistémologie du symptôme, pour résumer, de qu'est-ce que c'est un symptôme, où sont ses limites, quelle est sa granularité, est particulièrement développée en psychiatrie, avec par exemple
des questions qui touchent au modèle dans lequel ce symptôme s'insère, comme le modèle médical, qui stipule que l'association des symptômes est le résultat d'une cause commune. Alors après avoir compris qu'il existait plusieurs manières de concevoir le trouble et donc de le classer, plusieurs manières de concevoir le symptôme et de les classer, eh bien on se rend compte que ces différentes manières évoluent dans le temps. Et donc il y a une certaine dynamique de la science qui est étudiée en philosophie des sciences, et cette dynamique est à l'œuvre au sein de paradigmes, c'est-à-dire d'ensembles de théories qui sont actives à un certain moment donné, et puis qui peuvent se rompre et puis être remplacées par d'autres théories, d'autres approches, d'autres modèles. Donc il y a toute cette question de l'évolution scientifique au fil du temps. Et en fait, on peut essayer de replacer l'arrivée d'un nouveau modèle, d'une nouvelle proposition ou d'un nouvel argument en science, en psychiatrie, dans un régime des promesses. Par exemple, en regardant de manière sociologique que la promesse, qui n'existe pas encore dans l'application clinique ou scientifique, va pouvoir se développer parce qu'elle paraît crédible, parce qu'elle paraît légitime. Et puis, de la même manière, on va pouvoir expliquer le développement d'une idée, d'un argument, d'un modèle, parce qu'il s'insère dans un réseau d'acteurs. Ce réseau d'acteurs est symétrique, c'est-à-dire que chacun a son mot à dire, il y a parfois des points de passage obligés autour d'une thématique qui fait débat, qu'il faut résoudre, il faut traduire le langage entre acteurs, etc. Et donc il y a toute cette étude qui est à la limite de la philosophie et des études sur la science, qui est largement développée en philosophie de la médecine, et plus particulièrement en psychiatrie. Enfin, après avoir étudié tous ces points, eh bien on se rend compte qu'il y a d'autres façons de faire de la philosophie de la psychiatrie. Le premier correspond à la médicalisation qui, généralement, interroge les normes médicales versus les normes sociales avec la psychiatrie critique actuellement. On a également une philosophie de l'esprit qui s'intéresse aux fonctions de l'esprit, ou une psychiatrie évolutionniste qui s'intéresse au développement progressif au fil du temps de la psychiatrie et du cerveau, du fonctionnement du cerveau. On peut citer également la phénoménologie qui s'attache au vécu en première personne et donc à la relation clinique, et une philosophie plus politique, ancrée dans son environnement social, ou encore une philosophie de la biologie en réintégrant la psychiatrie, la manière de la concevoir dans des théories biologiques plus fondamentales. Alors maintenant qu'on a vu tous ces points, discutons une seconde de l'effet Dunning-Kruger. Il s'agit en fait de développer un cycle que peut connaître tout chercheur, clinicien ou philosophe, et qui en fait commence par la certitude d'avoir compris ou appris quelque chose. Et en fait, cette certitude peut vite s'effondrer dès lors qu'on creuse le champ, jusqu'à ce que la personne tombe dans le canyon de l'insécurité, le fait qu'il comprenne qu'en fait il ne sait pas grand-chose. Et il peut mettre ainsi toute une vie à remonter la pente de la connaissance pour arriver au moins jusqu'à la moitié de sa conviction initiale. Et en fait, c'est une image pour comprendre que le champ de la philosophie de la psychiatrie est particulièrement complexe, comme nous allons le détailler. Puisque, en fait, ni le philosophe, ni le clinicien, ni le scientifique ne vont pouvoir avoir une vision très claire de nombreux concepts, arguments, méthodes, de nombreuses théories qu'ils manient. Et en fait, au lieu de simplement dire « on ne sait pas trop », eh bien, il y a certaines approches philosophiques de l'instabilité, de l'incertitude qui ont pu être développées. Par exemple, développer des concepts épais, aux frontières floues, ou bien replacer certains des concepts, comme le trouble psychiatrique, dans son histoire, et en fait, ce qui permet d'expliquer qu'il y a certains cycles de questions qui sont reposés constamment au fil de l'histoire de la psychiatrie. Une deuxième manière d'adopter une certaine humilité conceptuelle face à cette incertitude est d'adopter une forme de gradualisme, c'est-à-dire d'expliquer les choses de manière dimensionnelle, sans essayer de les classer, sans essayer de séparer les concepts les uns des autres, les troubles les uns des autres, les classifications les uns des autres et les unes des autres, etc. Et donc il y a une approche vraiment de la vagueness, de l'imprécision, qui est propre à la psychiatrie, inhérente à la psychiatrie, et qui en fait constitue en elle-même un champ d'étude de la philosophie de la psychiatrie. On peut par exemple étudier les approches prototypiques, c'est-à-dire que les troubles vont se ressembler, vont avoir des aires de famille les uns les autres, sans essayer de cerner exactement des conditions nécessaires et suffisantes qui les définissent. Et pour aller plus loin, on peut adopter une logique floue, que le fait que les objets appartiennent à plusieurs classes, etc. Donc on peut aller assez loin jusqu'à des approches de la complexité, en étudiant par exemple les sciences computationnelles, donc vraiment des sciences qui vont s'attacher
à calculer les différentes fonctions, les différents processus, et remettant ainsi en cause de nombreuses définitions philosophiques, par exemple autour des systèmes dynamiques, des théories des graphes ou des réseaux, et plus généralement de tout ce qui est la modélisation en général des troubles psychiatriques et de la santé. Alors, quelques points à retenir pour faire la synthèse de cette présentation. Nous avons vu dans un premier temps qu'on pouvait étudier la psychiatrie soit comme une science, soit comme un objet social, soit comme une pratique relationnelle et de soins d'un point de vue clinique. Deuxièmement, nous avons étudié plusieurs fonctions que peut apporter la philosophie à la psychiatrie. Elle peut aider à clarifier les concepts, les méthodes, les objets scientifiques ou cliniques. Elle peut aider à critiquer, c'est-à-dire prendre de la distance pour le clinicien ou le chercheur. Elle peut aider à promouvoir des nouveautés ou à promouvoir le dialogue, la communication, l'interdisciplinarité. Et puis nous avons vu dans un autre temps le contenu de la philosophie de la psychiatrie. Celle-ci peut étudier à la fois la nature du trouble, qu'est-ce qu'un trouble psychiatrique en termes de normal et de pathologique, qu'est-ce que sont les classifications psychiatriques, et puis qu'est-ce qu'expliquer, qu'est-ce que la causalité, comment le pluralisme et le réductionnisme sont plus ou moins influents en psychiatrie ou en neurosciences. Et un autre point est de se questionner sur la brique élémentaire que manie le scientifique ou le chercheur, et remettre tout ça dans une dynamique, puisque ces mouvements, ces manières de penser sont dynamiques, sont mouvantes en fonction du temps. Alors, s'il faut lire absolument un auteur, c'est sans doute Kenneth Candler, psychiatre, généticien et philosophe, qui a largement contribué à développer le champ de la philosophie de la psychiatrie et à réfléchir sur les différentes questions que peuvent se poser le clinicien. Ensuite, deux sujets particulièrement influents sont le débat depuis une vingtaine d'années sur les espèces psychiatriques. Qu'est-ce que c'est cette espèce-là qu'on a en face de nous? Qu'est-ce que c'est cette chose-là qui nous apparaît en fonction de la manière de le concevoir? Donc, qu'est-ce qu'un trouble? Qu'est-ce qu'une catégorie psychiatrique? Qu'est-ce qu'un patient? Et donc, c'est le débat sur les psychiatriques Cain. Et puis, autour de ça, il y a quand même un débat particulièrement important, ou des discussions importantes sur la philosophie de la nosologie. Donc en gros sur la philosophie des classifications. Qu'est-ce qu'une classification? Comment une classification est meilleure qu'une autre? Ou comment elles s'intègrent, s'entremêlent les unes les autres? Quelques ouvrages clés en philosophie de la psychiatrie. On voit en haut une collection, les internationales perspectives en philosophie de la psychiatrie, et puis quelques ouvrages, mais il en existe bien sûr énormément d'autres. De la même manière, quelques références citées ici, mais il y a des centaines et des centaines d'articles en philosophie de la psychiatrie. Merci pour votre attention.